Parler du filtre de Wiener. Alors, habituellement, on parle du filtre de Wiener quand on aborde les estimateurs. Alors, il y a différentes techniques pour estimer une variable, selon que la variable à estimer soit déterministe ou aléatoire. Et l'estimateur linéaire, en fait, il permet d'estimer, de faire une estimée d'une variable Y, donc à laquelle je n'ai pas accès directement. Cette variable, je ne l'ai pas. Et j'ai une variable X qui lui est liée, qui s'écrit en fonction de Y. Quand on parle d'estimation linéaire, ça veut dire qu'on va écrire Y comme étant une somme pondérée de ce qu'on appelle l'observation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de linéarité. Alors, à variance minimale, alors la variance, là aussi, c'est une notion qu'on aborde. Quand on fait de l'estimation, en fait, c'est la moyenne des erreurs. Donc, ici, on suppose que la variable YN, on ne l'a pas, et qu'en fait, on a une variable, on observe une variable qui lui est liée. On a des exemples, divers exemples, oui, divers exemples dans la vie courante. Par exemple, quand quelqu'un est tombé, qu'on soupçonne qu'il a une fracture au tibia ou au fémur, on ne va pas ouvrir la cuisse ou la jambe pour voir s'il y a une fracture. On va faire une radio. Et en fait, cette radio, c'est une observation qui est liée à l'information utile qui est donc les os. Et donc, ici, je n'ai pas accès aux os directement, j'ai une observation. C'est pareil aussi quand on fait une échographie, on va voir l'état du cœur, du foie, d'un organe donné. On va faire une échographie. Et pareil, on n'a pas accès à l'organe, donc on ne va pas faire une intervention chirurgicale pour voir l'état du foie. En faisant une échographie, parce que justement, on a un médecin qui est un bon interprète, qui va interpréter donc l'image qu'il a obtenue par radiographie et qui va pouvoir faire un diagnostic. Pareil aussi, je connais bien avant qu'il y ait des satellites et qu'on ait des vues du ciel de la Terre, les gens ont pu déterminer le rayon, le diamètre, le périmètre de la Terre sur la base d'observations qui ont été faites. Donc, c'est la même chose ici. Donc, nous, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a un signal. Donc, ce signal-là a dû traverser un milieu, ou peut-être parce qu'il a été juste au milieu, ou bien au moment où on a fait c'est-à-dire, on a fait de l'acquisition, donc à travers le capteur, quelque chose s'est rajouté. Ce quelque chose, donc, qu'on a supposé comme étant du bruit, ce quelque chose me gêne dans mon interprétation et je veux pouvoir l'enlever. Comment je veux l'enlever? En fait, donc, j'ai cette observation qui est liée à Y de N et je vais essayer de trouver un filtre. Donc, ici, comme on parle d'estimateur linéaire, donc on va parler d'un filtre RIF, de telle sorte que les YN que je vais estimer va s'écrire somme des BI XN. Alors, quand on va écrire Y, comme on est en train de faire une estimation, on essaie de s'approcher de la vraie valeur, puisque là, vous avez une infinité de filtres que vous pourriez appliquer, selon déjà vous choisissiez un ordre donné. Donc, ce filtre qu'on va chercher, donc ce qu'on cherche, c'est les coefficients. Et ces coefficients qu'on va donc essayer de déterminer, on va voir comment, pour essayer de s'approcher le plus possible de la vraie valeur de Y. La vraie valeur de Y s'écrit YN. Quand on fait de l'estimation, pour les différencier, on va mettre chapeau. Donc, ici, on parle donc d'un estimateur linéaire. Ici, on n'a pas au carré, logo exponentiel, de l'observation. Nous, comment on va faire ça? On suppose qu'on connaît quelques valeurs de YN et on va essayer de mesurer une erreur. Et bien sûr, je voudrais que la valeur estimée soit la plus proche possible de la valeur réelle. Donc, si je fais cette différence, mon erreur, je voudrais qu'elle tende vers zéro. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser ce filtrage linéaire? On avait eu l'occasion de voir le filtrage optimal parce que le filtrage linéaire est aussi, alors, ce filtre de Wiener fait partie des filtres optimaux. Ça veut dire que je ne pourrais pas trouver mieux. Quand on parle d'optimalité, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux. Donc, en fait, on va l'employer quand on avait vu la dernière fois qu'on avait utilisé le filtre adapté parce qu'on connaissait le signal d'ailleurs. C'est pour ça qu'il s'appelait adapté. En fait, le signal, c'était juste le signal déterministe qu'on retournait dans le temps. Ici, en fait, ce filtrage de Wiener, on va y avoir recours dans différentes situations. Entre autres, lorsque le signal lui-même, c'est-à-dire, je vais prendre mon observation XN, donc j'ai ce signal utile auquel je n'ai pas accès puisque je n'ai que ça. Je suppose qu'un bruit additif a été rajouté. Donc ce signal est aléatoire. Celui-ci l'est également. Et en plus, ces deux signaux occuperaient la même bande de fréquence.
Si ces deux signaux occupent la même bande de fréquence, si je mets un filtre passe bas, un filtre passe haut, en éliminant le bruit, je vais aussi éliminer une partie du signal. Donc, c'est dans ce cas-ci qu'on fera appel au filtrage de Wiener. Mais pas que. Supposons que donc ce signal a traversé un milieu. Voilà, j'ai YN. Au moment où j'ai fait mon acquisition ou ma transmission, il a traversé un milieu donné. Et moi, ce que j'ai, encore une fois, je ne mesure que ça. Je n'ai que cette mesure à ma disposition. En fait, on peut faire le chemin inverse. Donc, on parle aussi de filtre de déconvolution. On ne suit pas ce que le signal est utile, donc à traverser un milieu linéaire et invariant dans le temps, et on cherche un filtre inverse, donc qui pourrait m'amener de XN vers YN. Bien sûr, comme toutes les techniques, donc suppose donc ici le signal que je cherche est aléatoire, ce qui gêne l'est également. On va voir qu'on va être obligé aussi de supposer quelque chose d'autre au moment où on va développer nos formules qui sont tous deux également stationnaires. Donc, si j'arrive à minimiser cette erreur, donc à trouver l'erreur la plus petite possible, c'est-à-dire il n'y a pas plus petit, alors je vais parler d'un filtrage optimal. Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux. Donc, cette erreur-là, alors vous avez, ça s'appelle la fonction de coût. Vous avez à vos dispositions plusieurs erreurs, plusieurs façons de calculer l'erreur. Je peux avoir ça, je peux avoir E de n, une valeur absolue. Je pourrais avoir juste E de n. Alors, pourquoi on prend E de n au carré? D'abord, ça s'appelle l'erreur quadratique moyenne, parce que c'est une erreur. Je mesure la différence quadratique, il est là, et moyenne, je calcule E, je calcule l'espérance, c'est-à-dire je calcule la somme de toutes les erreurs. Alors, on va voir le développement maintenant de cette méthode. Donc, YN, c'est donc mon fameux signal auquel je n'ai pas accès, mais que je veux approcher. Donc, c'est un signal aléatoire stationnaire. Donc, j'ai dit n'est pas directement accessible, juste l'observation. Forcément, l'observation lui est liée, c'est-à-dire vous allez forcément écrire XN en fonction de YN. Ça peut être de YN avec un coefficient moyennant une version, par exemple, décalée de YN, tel le cas qu'on trouverait, par exemple, dans un écho, plus un certain bruit. Peut-être que j'ai deux bruits. Donc, dans ce cas de figure-là, on cherche le filtre, donc, à écrire YN en fonction de l'observation. Donc, mon inconnu ici, c'est mon filtre. Donc, c'est un filtre RIF quand il y a une longueur n. Donc, si vous dites B0, Bn-1, donc quand on parle de longueur, n'oubliez pas que l'ordre, ce sera n-1. Donc, si je vous dis déterminer un filtre d'ordre 2, vous aurez trois coefficients à calculer. Donc, on a dit, c'est un estimateur linéaire. Donc, ici, le signal que je vais donc essayer d'approcher YN, c'est une combinaison linéaire de l'observation. On dit, parce qu'il n'y a ni au carré, ni log, ni exponentiel. Donc, moi, je veux minimiser une erreur. C'est quoi l'erreur? C'est la différence entre YN et Y estimé. Et on a dit que si ça, c'est l'erreur, nous, on veut leur estimer l'erreur au carré, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une fonction qui est très facilement dérivable, tout simplement. C'est pour cette raison qu'on va prendre au carré et pas valeur absolue. Donc ici, je cherche à minimiser epsilon de n, qui est quoi? Je cherche pas l'erreur à un instant donné. Bon, ça ne m'intéresse pas que l'erreur soit minimum à l'instant 10 ou à l'instant 2. Je veux que cette erreur soit minimum à différents instants et pas que pour différentes réalisations. Donc là, je reviens au processus aléatoire. Je veux que cette erreur soit minime pour tout le processus aléatoire, puisque je veux que l'erreur soit minime. Donc, pour tout, on a mis au carré, et je le veux pour la valeur moyenne qui soit la plus petite, donc je vais devoir écrire E. C'est ce qu'on a mis ici. Donc E de au carré de n, donc c'est E de toute cette expression. Et qu'est-ce que c'est que cette expression? Ça, c'est YN, et ça, c'est la valeur estimée, on a mis au carré. Je veux la minimiser. On sait que nous, quand on prend une dérivée et qu'on l'annule, donc forcément, je vais tomber sur un maximum ou un minimum. Donc en fait, on va prendre cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle la fonction de coût. Donc, on va la dériver et annuler pour pouvoir déterminer BI. Combien j'ai de BI? J'ai N BI, puisque ça va de B0 jusqu'à Bn-1.
Donc, si j'arrive à dégager n équations, puisque j'ai n inconnus, je vais pouvoir donc les trouver. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste dérivé. Donc, si vous regardez ici, si vous voulez dériver, bien sûr qu'il faut que cette valeur soit minimum, bien sûr, suivant tous les coefficients, c'est-à-dire quel que soit, je vais l'appeler J, ce coefficient, il faut que je puisse annuler cette dérivée et si elle est égale à 0, ça veut dire que c'est soit j'ai un maximum, soit j'ai un minimum. Donc ici, on va dériver de quoi? E de n au carré, mais ça, on sait ce que c'est. Nous, on sait que la dérivée de f de x, la dérivée nème de, pardon, la dérivée de f de x à la puissance n, donc si je prends ça et que je le dérive, c'est la dérivée c'est n, f' de x, f de x à la puissance n moins 1. Or, moi, je veux dériver e carré de n. Donc, la dérivée de e carré de n, c'est 2 e de n. Je vais enlever le moins 1 parce que je prends n moins 1. Voilà, fois e' de n. Donc, ici, donc la dérivée de epsilon, donc j'ai e, donc je le laisse le e puisque mes signes sont aléatoires, donc je laisse le e à l'extérieur. Donc, j'ai la dérivée de e carré de n qui devient quoi? Donc, la dérivée de tout ça par rapport à gi, ça devient donc e de n. J'ai le 2, voilà, je l'ai. Ensuite, je dois avoir dérivé e' de n, mais par rapport à quoi? Par rapport à bj. C'est pour ça qu'on écrit une dérivée partielle par rapport à bj. Donc, pour le moment, on a juste utilisé la probabilité de la dérivée. Maintenant, ce e de n, qu'est-ce que c'est? Je le garde. Mais ici, pour dériver e de n, bi, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, j'ai que e de n, c'est yn moins somme des bi xn moins i. Ça, c'est e de n, puisque c'est yn moins y estimé. Ça, je veux le dériver par rapport à bj. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est en fonction de bj, donc ça me fait 0. Et ça, quand je vais dériver par rapport à bj, qu'est-ce qui va se passer? 0 jusqu'à n-1. Donc, j'ai b0 plus b1 plus b2 plus à un moment donné bj. Alors, j'ai b0, pardon, alors fois, je vais l'écrire. J'ai développé l'expression que j'ai ici. D'abord, j'ai un point, je vais l'écrire. C'est b0 fois x0 moins b1 fois x1 moins bj fois x. Alors, je l'ai encore écrit mal, c'est pas x1 ici. Ça fait n-1. Donc, ça me fait n-1 jusqu'à arriver à une certaine valeur bj, xn moins j. Puis ma dernière valeur ici, c'est moins bn moins 1, xn moins n plus 1. Donc, ça, je vais faire pour toutes les valeurs de bj, c'est-à-dire quel que soit bj allant de 0 à n-1. Ça veut dire que quand vous allez dériver cette quantité par rapport à b0, vous allez trouver x0. Quand vous allez la dériver par moins b0, quand vous allez moins x0, quand vous allez la dériver par rapport à b1, vous allez trouver moins xn-1. Quand vous allez la dériver par rapport à bj, vous allez trouver moins xn moins j. Donc, c'est ce qu'on a mis ici. La dérivée par rapport à bj de bj xn moins j, quand vous dérivez alpha x par rapport à dx, vous trouvez alpha. Donc, je dérive par rapport à bj, ça joue le rôle d'une constante. Donc, je vais trouver cette quantité. C'est ce qu'on a écrit là. Donc, on a laissé moins e de n, et la dérivée de bj xn moins 1, c'est xn moins j. C'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ce e de n, on l'a remplacé par ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça vaut e de n? Je l'ai écrit ici quelque part. Je viens de l'utiliser. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Pas grave, je vais le réécrire, je vois pas où je l'ai mis. E de n, qu'est-ce que c'est? On a dit que E de n, ça c'est E de n au carré. Donc ça, c'est mon E de n. Donc on a pris ici E de n, on l'a remplacé par sa valeur qui est quoi? On a dit c'est l'erreur, c'est la vraie valeur moins celle estimée. Celle estimée, c'est celle-là. Donc ici, quand vous allez arriver là, qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant, je vais essayer de sortir hors du E tout ce qui n'est pas aléatoire. N'oubliez pas qu'on peut annuler la dérivée. Donc, écrire ici égale 0. Alors, je l'applique ici. Ça me fait quoi tout ça? Pour que ça va 0. Donc, déjà, je peux simplifier le 2. Je n'en ai pas besoin ici puisque c'est égal à 0. Alors, E de yn,
fois somme des BI, xn moins i. Alors, ça va me donner E de yn, donc que je multiplie par xn moins j. Donc, je vais écrire xn moins j. Je suis en train de séparer les E en même temps. J'ai un moins ici, moins quoi? Donc, je suis en train de faire de la distribution. J'ai multiplié cette quantité par celle-là. J'ai multiplié ça par ça. Alors, moins quoi? Moins E de cette quantité. Alors, somme des BI, xn moins i, xn moins j. La somme se fait sur i. On a dit qu'on peut sortir hors du E tout ce qui n'est pas aléatoire. Alors ici, je vais rajouter donc l'hypothèse dont on avait parlé tout à l'heure, à savoir que mes processus sont stationnaires et en plus conjointement stationnaires, c'est-à-dire que ça aussi, c'est stationnaire. Ça me permet de dire que d'écrire que ça devient RYX de la différence n moins j. Donc ça me donnera j moins. Alors, moi, ça, je peux sortir hors du E tout ce qui n'est pas aléatoire. Les coefficients, c'est votre système. Votre système est déterministe. Encore une fois, un poste radio ne va pas devenir une télévision. Donc, c'est votre système, somme des BI, E de xn, E de xn moins i. Alors, ensuite, alors, xn moins i fois xn moins j. Et encore une fois, comme on a supposé qu'il est stationnaire, je peux enlever tout ça et écrire comme étant donc ça devient Rx de la différence. Rx de la différence, ça fait n moins i moins n moins j. Donc, ça me donnera Rx de j moins i. Donc, je vais le remplacer par Rx x de la différence n moins n. Donc, ça se simplifie. J'ai ici moins i et j'ai moins j. Ça me fait j moins i. Si vous regardez maintenant, c'est ce qu'on a créé. Tout ça, donc, ça vaut 0, puisqu'on peut annuler la dérivée. Donc, en fait, ça me donne quoi? Ça me donne RYXJ, c'est ce que j'ai mis ici, égale à la quantité que j'ai là. Qu'est-ce que c'est que cette quantité? C'est somme des BI. Tout ça, je l'ai remplacé par RXX de J moins I. Donc, je vais le mettre sur la prochaine diapositive pour voir, on a dit que si donc, mes inconnus, c'est les BI, j'en ai combien? N. Il faut que j'arrive à dégager une équation. On va effacer tout ça. Et on va aller vers là. Donc, retenez ce que j'ai mis ici. Donc, de toute façon, je vais le laisser. Et on va voir ce que ça donne. Donc, maintenant, pour pouvoir dégager une équation, je sais que ce J-là, donc c'était B0, B1, jusqu'à Bn-1. J'ai quelque part BJ. Je vais tout simplement donc développer cette équation pour différentes valeurs bien sûr, en examen, je donnerai cette formule. Il suffira de ressortir ça. Donc ici, si je développe ceci, je vais le faire d'abord pour j égale à 0. Alors, ça me fait quoi? Ça me fait RYX de 0, qui vaut quoi? Alors, je vais l'écrire, je vais commencer par la deuxième partie pour que ça ressemble directement à celle-là. Donc, pour j égale à 0, qu'est-ce que ça me donne? Je dois faire varier i de 0 jusqu'à n-1. Donc ça, je le prends comme étant 0. Ça me fait RXX de 0. Qui est multiplié par B0. Donc, j'ai B0 fois RXX de 0. Pour I qui vaut 1, ça me fait 0 moins 1. Or, on a dit que si notre signal est réel, Rx de I vaut Rx de moins I. Donc, j'ai pris I qui vaut 1, donc ça me fait moins 1 fois B1. Donc, ça me fait plus B1 Rxx de 1. Plus, je continue, plus B2 Rxx de 2 jusqu'au dernier élément. Donc, si je prends J égale à n-1, ça me fera donc B de n-1 fois Rxx de n-1, qui vaut quoi? Je ne sais pas ici à cette place, je vais mettre quand même ici. Alors, ce qui vaut Ryx de 0, puisque j'ai pris, je vais essayer d'effacer juste cette partie pour pouvoir écrire.
Bien, je reprends ici. Donc, j'ai développé pour j égale à 0. Donc, ça me fait Rx, x de 0. Je l'ai fait pour 0. Maintenant, je vais le faire pour j qui vaut 1. Si j vaut 1, alors ici, ça me fait Ryx de 1. Alors, qui est égal à quoi? Je recommence. Donc, sauf que j vaut 1. Donc, quand i vaut 0, ça me fait B0 fois Rx de combien? Alors, j vaut 1. 1 moins 0, ça me fait donc 1. Pour B1, alors, pour B1, donc I vaut 1, J vaut 1, donc ça me fait 1 moins 1. Ça me fait Rx de 0. Pour le dernier élément, ça me fait B de n moins 1. Donc J vaut 1, moins, alors ça me fait 1, moins n moins 1. Donc 1, alors je vais l'écrire, pour ne pas me tromper, puisque J vaut 1, I vaut n moins 1. Donc, ça me fait, alors, tout ça, ça me fait 2 moins n, que je peux aussi écrire comme étant, enfin, pas que Rx, donc de 2 moins n, on a dit Rx de i, c'est Rx de moins i. Donc, je vais écrire Rx de n moins 2. Alors, si vous regardez maintenant ces équations, on a Rx de 0 fois B0, ça ressemble à celle-là. Rx de 1 fois B1, c'est celle-là. Dernier élément, Rx de n moins 1 fois B de n moins 1, c'est égal à quoi? À Ryx, je vais le réécrire ici. Qui vaut donc Ryx de 0. Alors, si je le développe pour le dernier élément, alors j'espère que là, vous commencez à voir la fameuse matrice de Toblis, que ça c'est 1. Là, je vais encore avoir 1. Donc, si je l'écris pour le dernier élément, qui est J qui vaut n-1, alors, je vais voir si ça me donne bien la fameuse matrice de Toblis pour J qui vaut n-1. Donc, j'aurai ici Ryx de n-1 égale, c'est bien ce que j'ai ici. Donc, qui vaut quoi? Alors, maintenant, j'ai pris J qui vaut n-1. OK? Alors, ça me fait quoi? Lorsque I vaut 0, alors ça me fait B0 Rx de n-1. C'est bien ce que j'ai ici. Rx de n-1 fois B0. Prochain élément. Donc, J, ça vaut toujours n-1. I vaut 1. n-1 moins 1. Donc, ça me fait pour B1, je vais multiplier par x de n-2. C'est bien ce que j'ai ici. Je vais vérifier le dernier élément. Donc, je suis toujours à J qui vaut n-1. Donc, j'aurai le dernier élément, c'est B de n-1. Il va faire quoi? Donc, I vaut n-1. Donc, j'aurai n-1 moins n-1. Donc, j'aurai 0. Et c'est bien ce que j'ai ici. Donc, vous, quand vous devez faire votre construction, l'erreur à ne pas faire. D'abord, 1. Première erreur, on a l'ordre. Donc, ici, un filtre RIF, donc de longueur, ici n. Donc, ici, je vous dis l'ordre du filtre, c'est n-1. D'accord? Il faut prendre, donc si l'ordre du filtre est n-1, ça veut dire que vous allez vous estimer B0 jusqu'à Bn-1. Je prends par exemple, si je dis un filtre d'ordre 3, d'ordre 3, ça suppose, donc c'est B0 plus B, alors B1Z-1 plus B2Z-2 plus B3Z-3. Ça veut dire que vous aurez à estimer 4 coefficients. Donc, soit vous parlez de longueur, et là, je parle de longueur n. Si vous parlez d'autres, ce sera n-1. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On construit une matrice de Topliss de quoi? De l'observation. Donc, c'est une autocorrélation. Et là, c'est une intercorrélation de quoi? Ce que vous mettez toujours ici, parce que ça ne s'appellera pas toujours x et y. Ce que vous mettez ici, c'est ce que vous cherchez à estimer. Et ici, l'observation. Donc, c'est toujours l'intercorrélation de ce que je cherche à estimer et de l'observation. On va voir de toute façon un exemple de suite et si le temps le permet, on fera aussi des exercices. Donc, voilà pour cette partie. Je ne sais pas si j'ai rajouté. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui suit est un exercice ou autre. Bien, c'est un exemple. Donc, ici, donc, toujours lire l'énoncé pour en extraire toutes les informations utiles. Donc, ici,
On me dit que, donc, on suppose l'observation, donc on a gardé la même notation, xn, donc ça, c'est l'observation. Donc forcément, je vais vouloir estimer soit le bruit, soit le signal. Alors l'observation, donc c'est un signal yn plus bb de n, qui est un bruit additif, oui, puisqu'il y a une addition centrée. Quand on me dit centré, ça veut dire que mu de b égale à 0. Et on me dit non corrélé au signal. Donc c'est un bruit qui est centré et qui n'est pas corrélé au signal. Ça veut dire quoi qui n'est pas corrélé au signal? Ça veut dire que rb de x est égal à 0, est égal à la moyenne, plutôt mu de b. Quand on dit décorrélé, c'est la covariance qui est nulle. La covariance, donc c'est b de x, c'est rb de x, moins mu de x, fois mu de b. Quand on me dit décorrélé, ça signifie que ça vaut 0 quand c'est décorrélé. Donc, si ça vaut 0, alors ça vaut le produit des moyennes. Donc, l'intercorrélation, c'est le produit des moyennes. De quoi j'ai besoin? Ici, à chaque fois que vous allez travailler avec les filtres de Wiener, vous avez besoin de l'autocorrélation d'observation et vous avez besoin de l'intercorrélation du signal. Donc, ici, je dois calculer E de l'observation, c'est-à-dire E, comme on a l'habitude de le faire, E de xn, classique, pour les signaux qui sont donc stationnaires, parce que si votre signal n'est pas stationnaire, vous ne pouvez pas écrire que ça, c'est Rx de K. Vous êtes obligé de supposer qu'il est stationnaire. Donc, ça, je dois le calculer, je remplace. Tous les exercices se ressemblent, il faut juste remplacer, faire les bons calculs. Donc, fois y de n moins k plus bb de n moins k. Alors, les exercices également changent. On peut me donner la corrélation, on peut me donner l'intercorrélation, on peut me donner celle du bruit. Ben, ça dépend de l'exercice. L'essentiel, c'est qu'à la fin, vous puissiez calculer ces deux quantités. Ici, je fais ça, donc ça me fait donc c'est ry de k. Ensuite, de là à là, c'est une intercorrélation, mais on m'a dit que l'intercorrélation, qu'ils étaient décorrélés, et en plus que le bruit est centré. Donc, ça veut dire que quand je vais remplacer ça par ça, je vais écrire mu de y fois mu de b, mais comme il est centré, je ne l'aurai pas. Ici, pareil, je vais écrire mu de b fois mu de y. Je n'ai pas écrit, bon, pour être rigoureux, il faudrait que j'écrive ici mu de b de n mu de y de n moins k. Et comme je supposais qu'ils étaient stationnaires au sens large, donc ça veut dire que ça, c'est des constantes. Donc ici, c'est 0. Il me reste plus RBB. On m'a pas dit que c'était un bruit blanc. On m'a juste dit qu'il était centré et décorrélé du signal. Donc, je vais écrire RBB de K. OK. J'ai trouvé ça et ça. Je vais faire pareil pour le deuxième élément, soit RYX de K. Donc, c'est quoi? C'est E de YN fois X de N moins K. Et je vais faire pareil, je vais remplacer. Ça me fait YN, XN moins K, donc ce sera YN moins K, plus, alors, BB de N moins K. Comme tout à l'heure, le E de ça. D'abord, je sépare les E et je fais un peu rapidement, ça fait RY de K. Et ça fois ça, c'est RY de K. Et ça fois ça, c'est mu de Y fois mu de B. Or, ça, c'est centré. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que, alors, en résumé, j'ai trouvé que RXX de K, c'est ça. Et j'ai trouvé que RYX de K, c'est ça. Alors maintenant, si dans cet exercice, on me donne Rx de K, donc on ne m'a pas donné Ry de K, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que donc Ry, alors Rxx de K, je vais le laisser, et je vais dire que donc Ry de X de K, c'est Ry de K, qui est lui-même, qui est lui-même plus RBB de K, ça vaut Rx. Tout ça, je peux l'écrire comme étant Rxx de K moins RBB de K. Puisque Rx de K, c'est cette quantité, plus celle-là, ça, plus ça. Ça veut dire que ça, c'est ça moins ça. Ben, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, partout, on a remplacé, on a supposé que ça, dans cet exercice, on connaissait, puisqu'on a l'observation, donc on peut calculer la corrélation. Si vous l'avez et qu'on vous dit en plus il est ergodique, donc vous pourrez à partir de la corrélation temporelle trouver la corrélation statistique. Et je suppose que la corrélation du bruit est connue. On n'a pas vraiment fait l'exercice, juste calculer Rx, il faudrait avoir plus de données. Il faudrait que j'ai ici Rx et qu'il faut que j'ai RBB. Là, je ne peux pas aller au-delà parce que je n'ai pas ces énoncés. Prochain exercice, on les a, on va les faire. Prochain exemple.
Alors, alors, pour le prochain exemple. Alors, on me dit, on suppose que l'observation YN, c'est le même exercice. Donc, on a encore repris la même chose. Et le signal estimé, on me donne cette fois-ci la fonction de corrélation du signal à estimer. Bon, qui dans l'absolu n'est pas supposé être connu, puisque normalement, nous avons l'observation. On me dit que c'est alpha puissance k avec alpha qui est compris entre 0 et 1. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que notre corrélation, on a dit qu'elle est maximum en 0. C'est pour ça que votre quantité alpha doit être plus petite que 1. Ils avaient valeur absolue de k, ce qui respecte bien la symétrie. Bon, on me dit que le signal est décorrélé du bruit blanc. Donc, on a apporté une précision supplémentaire. On me dit que le bruit est blanc. Donc, ça veut dire RBB de K s'écrit comme étant sigma B au carré fois delta K. Quand le bruit est blanc, vous l'écrivez comme ça. Ça implique que donc la variance c'est sigma B au carré, que mu de B c'est 0. Et que RBB donc de K, quand K est différent de 0, est nul. Bien. On me dit chercher H de Z, tel que H de Z, ça vaut ça, c'est-à-dire c'est un filtre d'ordre 1, donc vous avez ici deux coefficients à estimer. Encore une fois, faites attention. Je dis, ce que j'écris ici, c'est l'observation qui ne s'appellera pas toujours X. Donc, je dois trouver Rx et je dois trouver Ry de X. Pareil, comme tout à l'heure, donc Rx, puisqu'on me dit qu'il est décorrélé du bruit blanc. Donc, je me retrouve dans le même cas que tout à l'heure. Je vais recalculer. Rx de K, c'est E de Xn, Xn moins K. Donc, ça me fait E de Yn plus B de N fois Yn moins K plus BB de N moins K. Donc, comme tout à l'heure, donc ça fois ça va me donner Ry de K. Ça fois ça, c'est mu de B fois mu de Y. Ça fois ça, c'est mu de B fois mu de Y. Plus, il me reste RBB de K. Ici, c'était le bruit blanc, donc sa moyenne est nulle. Ça, je ne l'ai plus. Ça, je ne l'ai plus. Donc, il va me rester Ry de K plus RBB de K. Je vais faire pareil pour l'intercorrélation. Donc, RYX de K. Rappelez-vous le premier, vous le laissez, donc vous écrivez YN, l'autre il sera décalé de K. XN moins K. Je remplace, ça me fait donc E de YN fois Y de N moins K plus BB de N moins K. Pareil que tout à l'heure, cette quantité, ça va me donner RY de K plus une quantité, donc mu de Y fois mu de B. Or, B est nul. Donc, il va me carter cette quantité. Donc, c'est bon, je peux me mettre à remplacer. Ça veut dire que maintenant, on m'a dit, ça, c'est les équations, on appelle ça donc de Wiener-Hop en général. Si on me dit d'ordre 1, ou je me dis d'ordre 3, d'ordre N, donc vous prenez N-1. L'essentiel, c'est qu'au final, vous avez autant d'équations que de coefficients. Donc, ici, je vais garder juste cette partie. Donc, voilà. Fois B0, donc tout ça, j'en ai plus besoin, fois B0, B1, et cette partie. Donc, quand vous faites la matrice de Topliss, vous écrivez RY0 au milieu, à droite 1, à gauche 1, ensuite, si après 1, vous mettez 2, 3. L'essentiel, c'est que les diagonales soient égales et que la matrice soit ce soit une matrice, on dit, qui est égale à son transposé. Bien. Donc ici, je dois calculer Rx de 0. Bien, je vais calculer Rx de 0. Qu'est-ce que ça vaut Rx de 0? Ça vaut Ry de 0 plus RBB de 0. Ry de 0 plus RBB de 0. Qu'est-ce que ça vaut Ry de 0? Je remplace K par 0. Alpha à la puissance 0, ça me fait 1. RBB de 0, qu'est-ce que c'est? Ça vaut sigma B au carré pour K égale à 0. Et ailleurs, ça vaut 0. Donc, ça me fait 1 plus sigma B au carré. Je dois aussi également calculer Rx de 1, qui vaut donc Ry de 1 plus RBB de 1. Que vaut Ry de 1? Je remplace K par 1. Ça me fait alpha. RBB de 1, c'est 0. Puisqu'on a dit que c'est un bruit blanc, il ne vaut sigma B au carré que lorsque K est égal à 0. Tout le reste sera nul. Donc, ça me fait alpha
plus 0, donc je vais écrire alpha. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici, 1 plus sigma au carré, et là, on a écrit alpha, c'est bon. Ensuite, je vais calculer RYX de 0. Je vais l'écrire de ce côté. Que vaut RYX de 0? On a trouvé que c'était RYY de K. Donc, ça me fera RYY de 0. Je remplace K par 0, ça me fait 1. Que vaut RYX de 1? C'est RYY de 1. Je remplace K par 1 et ça me fait donc alpha. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il reste juste à résoudre le système d'équations. Calculer le déterminant. Le déterminant, c'est ça fois ça, moins ça. Donc, ça nous fait ça au carré moins ça au carré. C'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, comment calculer B0 et B1? Alors, quand vous voulez calculer B0, vous prenez cette ligne, vous la mettez ici. Donc, si je calcule B0, c'est bon. Le déterminant, on l'a trouvé. Donc, le déterminant, c'est 1 plus sigma B au carré, le tout au carré moins alpha au carré. Donc, si je prends ça, je le mets ici, ça me fait quoi? Ça fait 1 plus sigma B au carré, 1 plus sigma B au carré. C'est-à-dire, je ramène le 1 et le alpha ici. Donc, ça fait 1 fois 1 fois 1 plus sigma au carré. Ça me fait cette quantité. Je ramène le alpha ici. C'est la même chose. Ça me fait donc moins alpha au carré. J'ai trouvé B0. Pour B1, c'est la même chose. Quand vous cherchez B1, vous prenez cette quantité que vous ramenez. Tout à l'heure, on avait ramené ici. Maintenant, on va ramener cette quantité là. Et je calcule. Ça me fait 1 plus sigma B au carré fois alpha. Donc, ça fait 1 plus sigma B au carré fois alpha. J'ai ramené ça ici. Donc, ça, je le multiplie par ça. Et ça, je le multiplie par ça. Donc, ça me fait moins alpha. Je viens de trouver B1. Si vous regardez bien ici, regardez. Voilà, ça sur ça, c'est B0. Et ça, apparemment, il y a une simplification à faire que je n'ai pas vue. Oui, puisqu'ici, je multiplie par alpha. Donc, ici, ça me fait alpha plus sigma B au carré fois alpha moins alpha. Donc, il va me rester que sigma B au carré fois alpha. C'est ce que vous avez ici. Donc, on a trouvé B0, c'est ça sur ça. On a trouvé B1, qui est cette quantité sur celle-là. Voilà pour le cours sur le filtrage de Wiener. Prochaine fois, je ferai des exercices sur le filtre de Wiener. Alors, j'avais prévu un autre exemple, donc c'est pas encore fini. Ici, en fait, on a un exemple réel, un exemple type. Quand on veut faire le suivi de l'activité fœtale, c'est-à-dire l'activité du fœtus sur le ventre de la mère. Donc, vous avez le ventre de la mère, vous avez votre bébé qui est ici. Et puis, vous voulez mesurer l'activité cardiaque. Vous allez placer donc des électrodes là. Donc, vous avez des électrodes qui sont placées sur le ventre de la mère, sauf que les électrodes qui sont placées là, elle n'a pas accès directement au fœtus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les mesures que vous allez faire là, en fait, vous allez trouver le CG de la maman. Vous avez appelé en TP-MECG, vous allez retrouver le CG fœtal. Vous allez même trouver du bruit parce qu'il traverse plusieurs milieux, donc les électrodes vont aussi mesurer du bruit. Et donc, ça, c'est votre observation. Puis, on est dans un cas typique où le signal est quasi stationnaire, c'est-à-dire quand vous allez mesurer le CG, c'est presque stationnaire. Ça n'est pas exactement, mais on a pratiquement le même graphe qui se répète avec les différents, qu'on appelle ça QP, les différentes ondes QP, RS. Et donc, vous n'avez que ça. Vous n'allez pas, on va pas pratiquer un trou pour pouvoir accéder au bébé. Votre mesure, elle est comme ça. Vous n'avez pas le moyen d'accéder à l'activité cardiaque du fœtus puisque vous n'avez pas accès au fœtus. Et c'est aussi un cas typique lorsque vous allez mesurer, faire la TF de la maman. Là, on a fait la mesure de 0 à FE. Vous remarquez que les deux spectres se superposent. Vous n'allez pas pouvoir dire, oh, si l'activité de la maman se trouvait ici, super, je mets un filtre passe-bas et je l'enlève. Ce n'est pas le cas. Là, ça recouvre le même spectre, donc il n'y a pas moyen de le traiter directement avec un filtre classique, genre un filtre passe-bas ou passe-haut. Donc, ici, quand je dis passe-bas ou passe-haut, c'est-à-dire qu'avec vous allez détecter une certaine fréquence donc, de coupure et le faire de la sorte. Ici, donc c'est pour ça qu'on va faire appel au filtre de Wiener. Et ici, cet exemple-là, c'est celui qu'on a eu l'occasion de voir en TP. Donc ici, c'est le CG maternel, fœtal, le bruit. Voilà le signal donc, qui est observé. Je n'ai accès qu'à ça. Je vais pouvoir trouver ça. En fait, vous allez donc faire ce qu'on avait fait tout à l'heure.
Donc, mesurer, calculer la corrélation d'observation. Si vous supposez que le bruit est blanc, vous pouvez aussi le calculer. Le CG de la mère, vous pouvez le trouver. Il suffit de placer donc des électrodes sur le thorax de la maman. Donc, vous allez pouvoir faire une soustraction, pas soustraction, c'est justement, on ne peut pas faire, pas soustraire par papa parce qu'on ne sait pas où, c'est-à-dire vous avez l'activité de la maman, vous allez pas la mesurer en même instant. Donc, sinon, ce serait trop simple de faire une soustraction. Justement, on va le soustraire, mais par abus de langage, il dit soustraire, en appliquant ce filtre de Vienna. On va déterminer, estimer. Encore une fois, on parle d'estimation. On va s'en approcher. Si vous regardez ici, voilà l'estimation de l'ECG. Elle vous met en avant, elle ressemble beaucoup à l'ECG réel. Bien sûr, il reste, c'est une estimation, mais on a fait en sorte de minimiser l'erreur. Alors, pour ne pas dire de bêtises, je vais d'abord vérifier si je n'ai pas prévu une autre diapositive. C'est bon, c'est OK. Donc là, ça s'arrête ici et rendez-vous pour les exercices dans un proche futur.